de notre table culture, donc le directeur de International Society for Ecology and Culture, et Yann Arthus Bertrand, photographe et militant. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les grands débats qui animent votre table? Quelles sont vos positions? Est-ce que est-ce que c'est animé ou est-ce que c'est relativement calme? On va dire que là, pour l'instant, les grandes problématiques qui se centrent dans notre table, c'est tout d'abord quelle est la différence entre patrimoine culturel et patrimoine naturel. Donc on s'appuie surtout sur la définition établie par l'UNESCO en 1972 et on se demande si on devrait être amené à fusionner ces deux notions-là ou est-ce qu'il faudrait traiter ces deux problématiques de manière différente. Parce qu'en effet ça représente plusieurs enjeux, mais est-ce que c'est les mêmes enjeux que ces deux patrimoines représentent ou pas? Donc dans le consensus, il y a une sorte de grande tendance qui se dégage qui tend à soutenir la fusion, mais malgré tout nous avons quelques positions, notamment je pense à celle de la représentante de l'UNESCO, et donc il y a quelques positions dissidentes qui alimentent le débat. La deuxième grande problématique qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on devrait quelle solution on devrait proposer, si on devrait parler de gouvernance internationale ou de gouvernance plus locale. On parle même d'internationalisation qui est distinguée de la coopération internationale. Et pour cette dernière question, les différents acteurs semblent plutôt contre l'internationalisation, puisqu'il faut quand même prendre en compte aussi les spécificités propres à chaque pays. Alors moi je trouve que ce qui est vraiment très particulier et que je trouve qui est vraiment appréciable de ce débat, c'est qu'il y a véritablement une diversité des points de vue et des opinions, de telle sorte à ce que on voit disons presque deux pôles ou deux tendances principales se dégager. Comme l'a dit Yann Arthus précédemment, on voit véritablement une partie des intervenants être totalement pour la fusion des deux principes et l'autre contre, de la même manière que certains acteurs sont vraiment engagés et veulent vraiment s'engager pour une gouvernance mondiale et entre plusieurs intervenants, alors que d'autres non. Du coup, pour l'instant, on voit plus ou moins des équilibres vaciller et osciller, on voit des tendances montantes, descendantes, etc. Du coup, je pense que comme les acteurs, ils sont assez pragmatiques et assez responsables, je dirais. On arrivera à un consensus plus ou moins large entre les deux pour d'une part choisir entre deux notions, disons, presque assez philosophiques, disons, et un impératif qui est finalement de défendre l'écologie et de réagir par rapport aux problèmes qui sont finalement qui sous-tendent finalement nos discussions. D'accord, donc une dernière question. Dans cette question très importante qui est la question environnementale climatique, ne pensez-vous pas que la dimension culturelle passe au second plan quand on se dit qu'on a des tables qui se composent de chefs d'État, des tables bien plus économiques? Est-ce que la culture n'est pas quelque part un peu un luxe dans cette question ou a-t-elle une véritable importance? Je pense que tout l'enjeu de cette question va être révélé surtout dans notre deuxième problématique. On va chercher en fait le rôle de la culture, qu'a la culture pour prêcher pour l'environnement ou pas, est-ce qu'elle a un rôle? Et pour moi, c'est pas du tout au second plan qu'il faut la mettre, car elle a un rôle éducatif et pédagogique primordial, un rôle de sensibilisation des populations. Et pour moi, pour vraiment trouver une solution à toutes ces problématiques autour du climat, ce qui est important, c'est vraiment d'impliquer les populations au niveau local. Et pour ça, la culture, elle a un pouvoir incroyable de support, de médiation, pour mettre en interaction les différentes populations, en fait, et pour que chacun soit amené à prendre des responsabilités aussi au niveau individuel et pas seulement que collectif. Je suis maintenant en compagnie du secrétaire urbain de la ville de São Paulo, donc de la table urbanisme. Pouvez-vous nous expliquer un peu les grands enjeux de cette table? Quels sont les débats qui transcendent les différentes composantes? Alors pour le moment, on a juste pu évoquer quelques grandes questions qui touchent au problème de l'agrandissement de ces grandes métropoles qui paraît assez infernal. Et donc on est parti sur 4 grands objectifs pour le moment, qui sont le problème, comment permettre à toutes les personnes intégrant les villes d'accéder aux ressources de la même manière et d'une manière plus égalitaire. Un deuxième point qui paraît aussi fondamental, c'est le problème de la mobilité. Comment justement permettre à ces personnes de s'intégrer à travers les transports en commun et essayer justement de développer des transports plus éco-responsables. Le troisième point qui était très important aussi, c'était le problème de la ségrégation. Comment lutter contre, par exemple, le phénomène
Par exemple, si nous sommes amenés à développer des quartiers et les rendre plus justement responsables, plus autosuffisants, comment rendre aussi cela accessible aux populations qui vivaient anciennement ici, et donc lutter contre le phénomène de la gentrification. Et le quatrième point qui était essentiel aussi, c'était le développement de des transports écologiques dans toute la ville. Bonjour, donc je suis Bill Keller et je suis journaliste au New York Times, à la table en l'occurrence aujourd'hui sociale. Et donc nous avons deux grandes problématiques. La première, c'est donc la question environnementale est-elle un souci privé ou public? Et dans un deuxième temps, une problématique que nous aborderons plus tard, c'est est-ce que tout ce qui est l'agriculture biologique et en général les actions environnementales qui se développent actuellement sont-elles un phénomène de riches et ne laissent-elles pas une partie de la population mondiale de côté? Donc pour l'instant, nous sommes sur la première problématique dans laquelle nous avons eu l'intervention notamment de l'ambassadeur de Greenpeace, mais également de Paul Watson ou de Bruno Latour ou de Calle 13, toujours sur la question de où est la responsabilité de l'État, où est la responsabilité du public. Est-ce que le public inclut forcément l'État, puisqu'on parle de toutes les ONG, d'autres organismes? Alors, je suis maintenant en compagnie de Kevin Tartonnet qui a participé à l'organisation du MOOCOP 21 en encadrant le projet CO. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'organiser ça pour les élèves, quel est l'intérêt pour les étudiants? Alors pour les étudiants, déjà ça leur permet d'avoir en fait une première approche à des problématiques de fond sur la question de l'environnement. Après, vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre prochain, il y a un méga événement qui aura lieu sur le thème du changement climatique, qui est donc le sommet Paris Climat 2015. Et donc c'est justement pour essayer de se nourrir à quelques mois de cet événement-là, de questions donc liées à l'environnement, d'essayer de connaître davantage ce qui se passe, les défis de demain, et pour pouvoir justement mieux appréhender l'actualité au moment où on la vivra concrètement à Paris en décembre 2015.